Je vous propose que l'on commence avec Jean et puis on passera la parole à Valérie dès qu'elle arrive. Merci Jean d'avoir répondu à notre sollicitation parce que je sais que les demandes sont plus que nombreuses Actuellement, oui. et que je crois que ce soit pour toi, que ce soit pour Valérie et quelques autres, il faudrait presque vous cloner dans les temps qui viennent parce que ça va être compliqué à l'approche notamment de Glasgow. On va rentrer dans le vif du sujet. La première question que je souhaitais vous poser à tous les deux, donc on a eu ce premier volet de ce rapport en cours. Le décryptage qui nous a été fait, est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaitez vraiment mettre, ou que tu souhaites, Jean, mettre véritablement en lumière dans ce premier volet? Donc, par rapport, comme je pense que Valérie va présenter ce premier volet quand elle va arriver, j'espère qu'elle va arriver, sans ça je le ferai, ne vous inquiétez pas. Mais oui, moi ce qui me marque actuellement par rapport à ces rapports du GIEC, plutôt d'abord deux caractéristiques. Je veux dire que y a une continuité dans les rapports du GIEC, dans les 6 rapports du GIEC, en termes de projection, voilà, et disons, il faut aussi, je pense, je souligne toujours le fait que le climat que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, c'est celui qui a été anticipé tout au long des différents rapports du GIEC. Dès le premier rapport du GIEC, eh bien, quand on regarde le rythme de réchauffement envisagé par rapport aux émissions de gaz à effet de serre que nous avons connues, eh bien, nous sommes sur ces trajectoires de, disons, d'une augmentation de température moyenne de l'ordre de 2/10 de degré par décennie. Donc évidemment, le réchauffement, ce n'est pas une année après l'autre, mais c'est vraiment une décennie après l'autre. Ça, c'est un premier point. Nous sommes aussi, donc, dès le troisième rapport du GIEC, il y avait vraiment ces projections, disons, cette prédiction que l'augmentation de la température moyenne, donc on parle de réchauffement climatique dans ce cas-là, serait accompagné d'une intensification des événements extrêmes. C'était déjà envisagé dans le troisième rapport du GIEC il y a une vingtaine d'années. Et c'est vrai que c'est ce qui se produit actuellement. Donc, on peut parler dans ce cas-là de dérèglement climatique, puisque je crois que cette notion de dérèglement climatique est importante. C'est plutôt à travers les événements extrêmes qu'on le perçoit. Disons encore, ce qui était prévu et ce qui se vérifie dans les données actuelles, eh bien, c'est que l'accélération de l'élévation du niveau de la mer, nous étions entre 1 et 2 mm dans la première, disons, nous étions entre 1 et 2 mm par an au cours du XXe siècle. Nous sommes sur les 15 dernières années, ce sont des chiffres du dernier rapport du GIEC, enfin, qui sont redits dans le dernier rapport du GIEC, nous sommes sur disons, sur entre 3 et 4 mm chaque année. Donc là aussi, c'était prévu, également était vraiment prévu le fait que le réchauffement climatique serait plus important sur les continents que sur l'océan et serait beaucoup plus important dans le Grand Nord que sur les continents moyens. Donc tout cela, à quoi ça nous encourage? C'est vraiment, et c'est le message que je souhaite donner, disons, par rapport à ce nouveau rapport du GIEC, c'est que je crois ce dont on a manqué au cours des 40 dernières années, c'est notre communauté scientifique. On ne nous a pas accordé de crédibilité. Il aurait fallu vraiment accorder de la crédibilité à notre communauté dès au départ, dès, disons, le vrai départ, c'est quand même le rapport Charnay en 79, donc qui parlait de réchauffement important dans la deuxième partie, disons, à partir du milieu du 21e siècle. Et disons, ces 40 années ou un peu plus ont été marquées par un réchauffement quasiment continu, donc en tout cas décennie après décennie. Et cette crédibilité qui nous a pas été accordée globalement quand même, disons en fait la prise de conscience de la réalité du réchauffement climatique, elle se fait d'ailleurs plus à travers les événements extrêmes qu'à travers la température moyenne.
eh bien, pourquoi elle se fait aujourd'hui? Parce que ces événements extrêmes, effectivement, deviennent de plus en plus, cette perception devient réellement, ça devient une réalité d'ailleurs, hein, tout autour de nous. Bien sûr, on souhaite, enfin, disons, le fait qu'on rappelle disons, l'anniversaire de la Roya, hein, d'Alex, et donc pratiquement c'était il y a 1 an. On voit bien ces événements extrêmes. Donc voilà, donc moi ce que je souhaite vraiment, c'est que, en fait, disons, ce dont nous souffrons d'une certaine façon, c'est ce décalage entre les causes du réchauffement climatique, hein, l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et puis les conséquences, hein. On voit bien qu'il y a, disons, dans l'atmosphère, il y a quelques décennies de décalage, et effectivement, il a fallu attendre que les événements soient là, pour les événements extrêmes deviennent vraiment perceptibles, pour que on accorde disons, on a le sentiment que, disons, le réchauffement climatique est quelque chose, disons, disons, qui est accepté, la réalité du réchauffement climatique, par beaucoup de nos concitoyens, et quand même, je crois, au niveau de la planète. Voilà, je ne sais pas, donc, ou bien je commence si Valérie n'est pas là, donc j'ai parlé. Valérie nous a rejoint. Voilà, donc Valérie nous a rejoint, c'est bien ce qui me semblait. Donc, après ces quelques mots d'introduction, accorder de la crédibilité à ce que veut dire Valérie, c'est mon message. Et Valérie, je te laisse commencer. Bonjour Valérie et bienvenue. Et merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Donc oui, en fait, on voulait commencer avec vous pour que vous nous décryptiez un peu ce premier volet qui a été présenté cet été. Donc je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup de cette invitation, et je m'excuse de devoir partir avant la fin de la réunion parce que je dois intervenir devant un panel de citoyens dans le cadre du Parlement européen, juste après. Donc il y a beaucoup d'avancées nouvelles dans ce 6e rapport du groupe 1. Sa structure a été complètement différente. Un gros bloc de chapitres qui porte sur le climat global, qu'est-ce qui est observé, comment ça se compare aux variations passées, l'attribution, quels sont les facteurs qui expliquent l'ensemble des caractéristiques observées, et puis les projections à court, moyen, long, très long terme. Ensuite, il y a un bloc de chapitres qui met l'accent sur la compréhension des processus qui façonnent la réponse du climat global et régional, cycle de l'énergie, cycle du carbone, cycle de l'eau, composés à courte durée de vie qui affectent climat et qualité de l'air, et puis bien sûr les composantes plantes, océans, glace, niveau des mers. Et enfin, il y a un tiers du rapport, et c'est vraiment nouveau, qui porte sur l'information climatique à l'échelle régionale. Comment est-ce qu'on la construit? En combinant plusieurs sources d'informations. Les événements extrêmes, ce qui a le plus d'impact. Les événements à faible probabilité d'occurrence, mais potentiellement extrêmement dévastateurs. On nous a demandé aussi de faire le point sur nos connaissances sur cela. Et puis une information climatique à l'échelle régionale, en appui à l'analyse de risque, en appui à l'adaptation. Et on a d'ailleurs un atlas interactif qui est à votre disposition, qui permet de visualiser en particulier les projections pour plusieurs dizaines de régions du monde sur lesquelles on a focalisé l'évaluation, et qui permettent également donc de faire des visualisations interactives et d'obtenir les données. Et pour cela, on a également cartographié un ensemble de facteurs climatiques générateurs d'impact. C'est-à-dire, dans chaque région, qu'est-ce que c'est un changement climatique? C'est des tendances, des extrêmes qui changent en fréquence, en intensité, des indicateurs de valeur qui vont dépasser des seuils de tolérance qu'on connaît pour la santé humaine, au travail physique en extérieur, ou pour certaines cultures, pour certains écosystèmes, etc. Donc vous trouverez cette synthèse dans le rapport et dans l'atlas interactif. Je mets l'accent sur quelques éléments. Donc on a une trentaine de questions fréquentes. On a des fiches de synthèse régionale, comme pour l'Europe. Qu'est-ce que c'est en fait, le changement climatique en Europe? 2 pages. On va le faire pour différents secteurs d'activité. On a un résumé technique d'une centaine de pages. Et puis enfin, un résumé pour décideurs qui fait en fait mis en forme à peu près 25 pages, 10 figures, 2 tables. Donc plus concis en fait que précédemment. Donc les points clés, hein, c'est des changements climatiques en cours qui sont généralisés, rapides et qui s'intensifient. Si on prend l'ampleur et la vitesse des changements actuels, c'est sans précédent sur des milliers d'années, c'est vraiment une rupture. Un rythme de montée du niveau des mers qui accélère. Sur le réchauffement actuel, c'est environ 1,1 degré pour la dernière décennie par rapport à la fin du 19e siècle. Notre meilleure estimation, c'est que c'est intégralement dû aux conséquences des activités humaines.
Et on a une meilleure compréhension du poids de chaque facteur. Bon, d'abord, c'est le CO2, bien sûr. Et le deuxième facteur qui pèse le plus, directement et indirectement via la chimie de l'atmosphère, c'est le méthane. Environ un tiers de l'effet réchauffant des gaz à effet de serre est caché par l'effet refroidissant des particules de pollution. Comme l'a dit Jean, on vit avec des événements extrêmes, vagues de chaleur, fortes pluies, sécheresses, proportions d'ouragans plus intenses qui s'accentuent. Et on est capable de montrer comment le changement climatique dû à l'influence humaine renforce la fréquence et l'intensité de ces événements ou contribue à des événements ponctuels. De nombreux extrêmes chauds, par exemple, ne se seraient pas produits avec les mêmes caractéristiques dans un climat sans l'influence humaine qui les perturbait. C'est vraiment une conclusion très solide. Donc, beaucoup d'aspects sont directement liés au niveau de réchauffement. Les tendances régionales, contrastées pour les pluies, une hausse au nord de l'Europe en hiver, une baisse en été autour de la Méditerranée et dans l'Europe de l'Ouest. Donc ces tendances-là, elles s'accentuent à mesure du réchauffement planétaire. C'est aussi le cas pour la fréquence, l'intensité des extrêmes chauds. Les vagues de chaleur qui se produisaient une fois tous les 50 ans en 1850 sont 5 fois plus fréquentes. Elles le seront 9 fois dans un monde d'1,5 degré plus chaud et 14 fois dans un monde de 2 degrés plus chaud. Donc c'est vraiment disproportionné. C'est aussi le cas d'événements composites, par exemple les conditions propices aux incendies, chaudes, sèches, venteuses. Elles augmentent en fait partout dans le monde du fait du réchauffement climatique. C'est aussi le cas du dégel des sols gelés en montagne, du recul de l'enneigement en montagne. Et donc ça, c'est des choses qui sont directement liées. C'est-à-dire, si on arrive à limiter le réchauffement, on bloque l'évolution de ces facteurs. Par contre, on a mis en mouvement l'océan profond, qui accumule plus de 90% de la chaleur, le dégel du Groenland, l'écoulement plus rapide de certains secteurs de l'Antarctique, et ça, en fait, ça a des constantes de temps de siècles à millénaires. Donc il est certain que la montée du niveau des mers, elle va se poursuivre. D'ici à 2050, c'est en gros 20 cm de plus quoi qu'on fasse. D'ici à 2100, la hausse, elle double entre des scénarios de forte baisse ou de forte hausse d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et la différence, elle s'accentue de plus en plus, y compris à des échelles de temps de 200, 1000, 2000 ans, 10 000 ans. À l'échelle de 2000 ans, c'est plusieurs mètres de hausse du niveau des mers, même si le réchauffement est limité à un niveau très bas. Et dernière chose, donc, à moins qu'on réduise très fortement les émissions de gaz à effet de serre rapidement, on aura du mal à limiter le réchauffement proche de 1,5 degré. On va atteindre ce niveau de réchauffement en moyenne sur 20 ans dans les prochains 20 ans. Si les émissions mondiales ne font que stagner, c'est ce qu'impliquent les promesses faites par les pays en fait, si elles ne font que stagner d'ici à 2030 et au-delà, on dépassera 2 degrés de réchauffement autour de 2050. Pour limiter le réchauffement, les choses qui sont importantes, c'est que le réchauffement futur dépend des émissions à venir. Il n'y a pas d'inertie en fait sur le niveau de réchauffement par rapport aux émissions passées, il est irréversible. Mais il n'y a pas de réchauffement supplémentaire dans le tuyau, en fait, quand on prend l'ensemble des émissions. Et donc, la première condition pour arriver à le limiter, c'est réduire le plus vite possible les émissions mondiales de CO2, parce que ce qui pilote le réchauffement, c'est leur cumul. Donc si on réduit de plus en plus ces émissions, le cumul continue à augmenter, le climat continue à dériver, et cette dérive due au CO2 s'arrête quand les émissions mondiales sont à zéro, du fait des activités humaines seules. Et après, l'autre chose, c'est si on décarbone, on rejette moins de CO2, mais aussi moins de particules de pollution. Si on a des lois pour améliorer la qualité de l'air, on a moins de particules de pollution, on perd leur effet refroidissant. Et là, il y a un bénéfice à agir vite sur le méthane, parce que, vous le savez, c'est un gaz à effet de serre puissant, qui a une durée de vie courte, qui dégrade aussi la qualité de l'air, en favorisant la formation d'ozone de surface. Et donc, pour gagner sur les deux tableaux, climat et qualité de l'air, il y a un avantage très particulier à agir vite et fort sur les émissions de méthane qui n'ont fait qu'augmenter, en particulier du fait de l'augmentation de fuites issues d'exploitation d'énergie fossile et de l'élevage de ruminants dans le monde. Voilà, donc c'est quelques-uns des points clés de ce rapport que je voulais souligner. Merci Valérie. Jean, tu souhaites apporter un complément à ce que vient de nous présenter Valérie? Alors, comme Valérie va nous quitter pour 11h15, n'hésitez pas à commencer à amener des questions que reprendra Cyril
pour qu'on puisse les poser à Valérie avant qu'elle ne parte vers les citoyens européens. Alors, on a une question de Armel. Armel, je vais te donner la parole. Je mets le micro, oui. C'est bon. Ouais. Oui, bonjour Madame Masson-Delmotte. Vraiment très heureux de votre insistance sur dire qu'il faut réduire le plus vite possible la production de gaz à effet de serre. Ça, c'est vraiment majeur. Je note aussi un chiffre majeur, c'est qu'à 2 degrés, on aura 14 fois plus d'ouragans. Est-ce qu'on peut résumer comme ça votre rapport? Oui, si on dit qu'un seul mot, c'est peut-être celui-là. Non, en fait, il n'y a pas une augmentation de la fréquence des ouragans, il y a une augmentation de la proportion des tempêtes, enfin des cyclones tropicaux les plus intenses, les catégories 3, 4, 5, ou en fait davantage à venir. Et ça, il y a une source de confusion souvent par rapport à la question de ces tempêtes. Il n'y a pas un signal sur leur fréquence, c'est leur intensité, c'est-à-dire vitesse des vents plus intense, quantité de précipitations plus forte et effet d'ondes de tempêtes plus importantes également. Merci. Ma question posée aussi dans le chat, c'est que nous préparons à la signature de Jean Jouzel une lettre à tous les enfants de France qui pourrait être affichée dans toutes les écoles. Est-ce que vous voudriez bien être tous les deux des signataires de cette lettre aux enfants? Parce que c'est là qu'on a un effet majeur à apporter. Alors moi, je signe que les choses que je relis et avec lesquelles j'adhère complètement. Donc bien c'est sûr, sous cette condition. Bien sûr. Elle est déjà préparée pour Jean Jouzel, on va la préparer pour vous deux. Merci. Et puis, bien au-delà sûr, d'une lettre aux enfants, j'ai un vrai problème de fond par rapport à ça. Quand j'avais présenté le rapport sur 1,5 degré au Sénat, on m'avait dit puisque les enfants apprennent ça à l'école, tout va bien. En fait, la lettre, elle doit s'adresser aux parents et aux grands-parents des enfants. Il faudrait demander aux enfants de enseigner ça aux parents. Il faut aussi que les parents comprennent leurs propres responsabilités sans passer par les enfants. Parce que sinon, en fait, la charge mentale qu'on fait poser aux plus jeunes, qui eux-mêmes souffrent déjà d'une anxiété qui est très large, il y a des enquêtes au niveau mondial extrêmement préoccupantes, le sentiment d'impuissance, la colère, parfois l'incapacité justement à parler avec les personnes de sa propre famille. Moi, je me souviens de garçons et de filles qui m'ont dit « Je ne peux plus parler avec mon grand-père, il ne m'écoute pas sur ces questions-là ». Je pense qu'il n'y a pas que aux enfants qu'on doit s'adresser. Tout à fait. Vous connaissez aussi les conclusions des assises du climat, qui est de demander de réduire très vite nos gaz à effet de serre, par exemple avec un mécanisme de quota carbone individuel, le budget carbone qui va réduire d'année en année. Donc, on attend aussi votre remarque là-dessus. Merci. Jean, tu m'amènes? Non, moi je suis là, oui, non, je n'ai pas de... Allez-y, oui. Oui. Il y a une question dans le... Vas-y, reprends, oui, bien sûr. Oui, Cyril. Didier Sarah qui demande quel a été l'effet des trous dans la couche d'ozone. Alors, donc, dans les années 70, on s'est rendu compte que certaines substances industrielles détruisaient la couche d'ozone de la haute atmosphère. Ça a donné lieu à la mise en place du protocole de Montréal, le bannissement, avec aussi des mouvements citoyens, des substances qui y contribuaient. Les substances qui les ont remplacées sont des gaz à effet de serre très puissants. Le temps de récupération de la couche d'ozone est lent, donc il y avait les premiers signes de début de récupération, en particulier du côté de l'Antarctique, mais encore cette année, il y a un niveau qui reste assez bas, donc il y a des fluctuations naturelles. Plus on va rajouter des gaz à effet de serre, plus ça va retarder la récupération de l'ozone, parce qu'en fait ça refroidit la haute atmosphère. Et dans le cadre de la suite du protocole de Montréal, il y a également un travail qui est fait pour remplacer les substances qui sont des gaz à effet de serre très importants par des substances moins nocives, en particulier dans les systèmes de refroidissement. Donc il ne faut pas confondre l'ozone de la haute atmosphère qui filtre le rayonnement UV, donc qui nous rend un rôle extrêmement important pour notre santé en fait, en surface. Et puis l'ozone de surface, c'est celui des pics d'ozone, c'est celui qui vous fait tousser, qui pique vos yeux, qui dégrade en fait la production des plantes, et qui lui est dû à d'autres composés réactifs émis essentiellement autour des grandes villes. Et le niveau d'ozone de surface, qui est aussi un gaz à effet de serre, augmente quand on perturbe la capacité oxydante de l'atmosphère, et c'est ce que fait, c'est une des choses auxquelles conduisent les émissions de méthane. Alors, je crois que François voulait poser une question, François Moisan. Cyril, tu peux ouvrir le micro de François, s'il te plaît? N'entends pas. Ton micro, François. Oui, il n'était pas activé, vous m'entendez? Très bien.
Oui, enfin, ma question, voilà, je suis membre du Climate Change and Sustainable Energy Working Group de la Commission européenne et l'Union africaine. Et je travaille actuellement sur un projet de partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Et j'ai cru comprendre que les modélisations de l'impact climatique sur le continent africain souffraient encore d'un manque de données locales permettant effectivement d'avoir les mêmes niveaux d'évaluation pour d'autres continents, notamment en Europe. Et je voulais avoir l'avis de Valérie ou de Jean sur cette situation et est-ce qu'il serait nécessaire effectivement d'améliorer les données provenant de l'Afrique. Merci. Alors, si vous prenez le résumé pour décideurs du rapport du groupe 1, vous verrez par exemple qu'il y a une carte sur les événements de forte précipitation, de sécheresse ou de chaleur extrême, là où on détecte une augmentation, et là il y a une attribution. Et pour certains aspects, précipitation extrême en particulier, on manque d'accès à des données. Parfois les données existent, mais à l'échelle de l'heure, à l'échelle de la journée, hein, pas les moyennes mensuelles. Et parfois les données existent mais ne sont pas accessibles, et on manque d'études d'attribution, c'est-à-dire des études complexes qui permettent d'analyser pour un événement donné en quoi il a été ou pas rendu plus fréquent, plus intense, du fait de l'influence humaine sur le climat. Donc ça c'est vrai, c'est un vrai point de préoccupation. Moi je souligne aussi dans ce rapport qu'on a eu à bord une trentaine de chercheurs africains brillants, la jeune génération qui a contribué. Il y a un vrai besoin de renforcer leur capacité à travailler. En Afrique, il y a un vrai manque de centres d'excellence qui leur donnent des conditions de travail pour faire leur recherche au meilleur niveau. La recherche la plus fondamentale, hein, pas les choses très appliquées en appui direct à l'agronomie ou à la gestion de l'eau, mais les choses plus fondamentales, parce que le potentiel est là, mais il y a un besoin de soutien dans la durée. Et puis dernière chose, il y a des avancées considérables dans la compréhension de la mousson d'Afrique de l'Ouest, dans un climat qui se réchauffe, avec, en gros, je caricature, hein, mais un effet opposé, des rejets de particules de pollution, donc historiquement c'était en Europe, en Amérique du Nord, qui ont eu un effet asséchant et qui ont contribué à la baisse de la mousson d'Afrique de l'Ouest dans les années 70-80, et un effet plus humidifiant des rejets de gaz à effet de serre, qui ont tendance à renforcer les pluies de mousson, mais aussi les pluies extrêmes associées aux pluies de mousson. Sur la mousson d'Afrique de l'Ouest, il y a des variations projetées très différentes entre la façade atlantique et puis l'intérieur du continent. Donc là, il y a des choses en fait qui ont vraiment progressé de ce point de vue-là. Et les grands programmes de recherche, comme un programme du CNRS qui s'appelait AMA sur la mousson d'Afrique de l'Ouest, a vraiment aidé à faire avancer les connaissances. Ça souligne d'autant plus la responsabilité que nous avons dans les pays développés, dans les pays émergents, parce que les émissions de particules de pollution et de gaz à effet de serre ont des effets considérables sur les moussons, qui affectent des populations qui elles-mêmes ont des émissions de gaz à effet de serre quasiment à zéro. Merci. Jean? Non, il y a une question, je ne sais pas, Alors, vas-y. Il y a des questions dans le chat, mais bon, je ne sais pas. Et si tu en vois une à laquelle tu souhaites répondre, vas-y. Non, pas spécialement, je regarde, attends. Mais je pense que c'est bien que Valérie prenne son temps, parce qu'elle va nous quitter tout à l'heure, on pourra continuer après. Non, je ne sais pas répondre, moi, justement. Alors, une des questions qui est importante à venir, il y a Glasgow qui arrive. Comment voyez-vous ce temps fort? Est-ce que ça va bouger? Est-ce qu'on va rester là où on en était précédemment, malheureusement? C'est-à-dire, on finit par penser que les rapports que vous émettez, comme le disait Jean, malheureusement, ne donnent pas de suite immédiate, quoi. Alors, je dirais que par rapport aux rapports, par exemple, des années précédentes sur 1.5 et autres, ce qu'on voit, c'est qu'il y a la compréhension des enjeux de long terme, et on voit des annonces, un nombre important de gouvernements, d'entreprises qui affichent des objectifs de très long terme, desquels ils ne seront pas redevables, de émissions CO2 net zéro en 2050 ou dans ces eaux-là. Donc il y a la compréhension de cet enjeu de long terme, mais il y a une vraie difficulté à l'articuler avec une action efficace à court terme. Sur cette action à court terme, les promesses qui ont été communiquées à la Convention des Nations Unies et qui ont été agglomérées par la Convention climat, elles manquent encore les engagements des grands pays émergents, en tout cas dans ce que j'ai vu. Et celles qui ont été reçues, elles impliqueraient que les émissions mondiales de gaz à effet de serre, en gros tout équivalent, stagneraient en fait, ou augmenteraient très légèrement entre maintenant et 2030. Donc il y a des choses intéressantes, c'est-à-dire on n'est pas sur les scénarios les plus intensifs en utilisation d'énergie fossile,
Il y a déjà en fait des cadres de politique de réorientation d'investissement, par exemple hors du charbon. Il y a des progrès technologiques qui rendent plus performantes d'autres approches pour produire de l'électricité, par exemple. Donc on n'est pas sur les scénarios du pire, entre guillemets. Par contre, on est plutôt sur un scénario de stagnation, avec des gros points de vigilance sur les grands pays émergents. Je veux souligner par exemple la question de les politiques climatiques du Brésil, qui s'était engagé à net zéro déforestation en 2025, mais on voit que c'est pas du tout le cas. De l'Afrique du Sud qui fait face à des difficultés sociales majeures, et puis l'absence d'engagement de l'Inde est extrêmement préoccupant. La Chine prend les choses, je pense, au sérieux. Et donc, de ce fait, vraiment le point pour moi de vigilance, c'est si on n'arrive pas à enclencher une baisse rapide, on acte en fait un réchauffement qui va ne faire que croître dans les années, dans les décennies à venir. Donc la deuxième chose qui est difficile, c'est la question de l'adaptation et la question du traitement des pertes et dommages dans les pays les plus vulnérables. Donc ces pays-là, ils font entendre leur voix de plus en plus, ils utilisent les connaissances scientifiques pour revendiquer finalement des mécanismes de réparation, je sais pas comment on peut dire, parce que en fait pour eux, les coûts sont croissants, les freins au développement sont croissants du fait des pertes et dommages liés au climat qui change, du fait de l'influence humaine. Et donc il y a encore des vraies difficultés, les financements qui ont été promis ne sont pas là. Les mécanismes mis en place pour l'aide à l'adaptation, de mon point de vue, sont pas toujours les plus performants qu'on pourrait envisager, touchent pas forcément les plus fragiles partout. Donc ça, c'est des points importants. Et puis à titre personnel, j'ai vraiment des points de vigilance. Donc il est possible qu'il y ait une initiative qui émerge pour le méthane, tant mieux. Il y a de quoi jouer vraiment facilement. Il y a des mesures par satellite qui montrent là où ça fuit à grande échelle. La transparence, le fait de, susciter la honte vis-à-vis des industriels qui font pas le travail correct, ça peut fonctionner très bien. Donc là, il y aurait vraiment quelque chose qui permettrait d'agir. Mais ça suffit pas, c'est-à-dire même s'il y a des avancées côté méthane, le corps du problème, c'est d'arriver à faire baisser les émissions de CO2. Et là, les engagements qui sont là sont pas encore à la hauteur. Et pour les pays qui ont pris des engagements, la construction de la gouvernance, l'implémentation, le cadre réglementaire, les lois, etc., sont pas non plus nécessairement en place. Et voilà, donc dernier point, la tentation de faire détourner l'accent de la responsabilité du secteur des énergies fossiles et de mettre en avant toutes les solutions fondées sur la nature, c'est quelque chose qui est dans la construction de cette COP et qui peut être préoccupant. Donc, il y a des enjeux à aligner des politiques pour le climat qui ne détruisent pas la biodiversité et qui y sont positives. Ça, c'est un point très important. Mais il ne faut pas faire croire aux gens qu'en plantant des arbres, on réglera le problème. Et donc, il y a vraiment un point là important sur la façon dont cette COP va aborder cette question des solutions fondées sur la nature. Oui, je suis assez en phase avec Valérie sur ces deux points-là. C'est-à-dire que moi, j'ai assez peur qu'à la COP, eh bien, on revienne tout heureux du succès de la COP parce qu'on aura fait quelque chose sur le méthane et on aura complètement, disons, masqué le problème du CO2 qui est le problème à long terme. C'est ma crainte de cette COP. Il y a beaucoup, effectivement, disons, de discussions autour des possibilités de diminuer le méthane ou disons, tout ce qui concerne la courte durée de vie. C'est nécessaire, mais ça doit s'accompagner d'un effort sur le CO2. Actuellement, moi je reprends, mais disons, si on reprend disons la figure du rapport d'Antonio Guterres qui a été publié, on est sur un scénario plutôt intermédiaire disons 4.5 et qui nous emmènerait vers un peu moins de 3 degrés si on se comporte bien après 2030. Comme Valérie dit qu'un demi-degré ça compte, je dirais que les engagements supplémentaires, s'ils étaient respectés, les engagements supplémentaires qui seront pris nous feraient peut-être gagner un demi-degré, mais on est encore loin du compte. On est plutôt sur des trajectoires autour de 3 degrés. On est effectivement en train d'acter des trajectoires de 3 degrés à la fin du siècle. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors, vous évoquiez... une question ? J'ai une question. Vas-y. Possible, Edouard. Vas-y, Frédéric. Oui. Bonjour Valérie, bonjour Jean. Valérie, vous ne me connaissez pas, je suis le président d'Agir pour le climat. Merci beaucoup d'être venu à la sollicitation d'Edouard. Alors moi, j'ai deux questions. La première, c'est à vous écouter, à lire tout ce qui est produit. On est dans de la précision, bien sûr, scientifique. Et nous, notre travail, comme il a été mené depuis le début d'Agir pour le climat, ça a été l'association de gens
et de Pierre Larouturou, pas que eux, mais qui m'ont porté. Hein. On avait deux jambes. D'un côté, on fait le point sur la situation climatique, on la rend pédagogique, on l'explique et on propose des solutions pour pas dire seulement charge mentale, tout est foutu, etc. Je simplifie bien sûr à gros traits, hein, excusez-moi. Et on voit bien la nécessité d'expliquer ça. Et ma question, c'est pour vous, Valérie, vous aviez mentionné un nouvel outil que vous avez produit, qui est l'Atlas interactif. Est-ce que ça pourrait être quelque chose dont on pourrait se saisir pour parler également, donner des informations complémentaires, peut-être plus adaptées puisqu'il est interactif, s'en servir justement pour rendre pédagogique ce que vous avez expliqué. J'ai pris quelques notes depuis votre présentation de tout à l'heure, mais c'est quand même très précis, très scientifique, et il faut qu'on trouve les moyens que ce soit compris et diffusé au plus grand nombre. Donc ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, c'est sur le quoi faire à court terme. Et en plus des explications scientifiques que vous donnez, est-ce que le sujet, il n'est pas davantage ou à prendre aussi d'un autre côté sous l'angle de la gouvernance et de la politique? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des engagements où on a une surenchère sur des engagements, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, surenchère, ça voudrait dire jugement de valeur de ma part, mais disons qu'on augmente des engagements, on les rend plus forts, avec l'engagement à 55% au niveau de l'Europe, mais derrière, on ne s'engage pas à court terme, ou on ne se donne pas un objectif à court terme, on ne mesure pas l'objectif à court terme, et on se dit que on va lancer des grandes politiques, mais c'est sur du long terme, parce qu'il faut embarquer tout le monde, et tout le monde a des intérêts bien sûr divergents sur le sujet. Et donc, on ne regarde pas ce qui est fait à court terme. Alors, la question que j'ai pour vous, c'est votre avis là-dessus. Et est-ce que aussi, d'un point de vue technique, est-ce qu'on a des difficultés finalement aussi à mesurer à court terme, rapidement, les émissions de CO2, les répartir, les connaître dans les NDC par rapport aux NDC par pays, par secteur, et auquel cas on pourrait dire et porter des recommandations qui seraient, eh bien, vous vous engagez à développer tel secteur d'activité, vous avez une volonté d'augmenter le PIB de plus 2, plus 3, etc., en disant plus 2, plus 3 dans l'état actuel pour l'année prochaine, parce que les politiques ou les entreprises s'engagent sur l'année prochaine, voire sur quelques années, mais personne ne s'engage dans une entreprise et dans un État sur 2050 en termes de développement de richesse. Bon. Et on a un décalage, on a un découplage entre une vision économique et politique qui s'engage à court terme et une vision long terme où on s'engage à une vision climat où on s'engage à long terme. Vous voyez, on est découplé entre les deux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus? Voilà mes deux questions. J'espère que je n'ai pas été trop confus. Alors, sur la partie gouvernance et implémentation, ce qui monte en puissance, c'est le fait d'avoir des équivalents de Haut Conseil pour le climat, Climate Change Committee, etc. Il y en a un qui va être mis en place au niveau européen. Si vous regardez les rapports récents du Haut Conseil pour le climat, vous voyez l'analyse qui est faite en fait de l'implémentation en France et puis de ce qui ne va pas en fait. Donc à chaque fois il y a des recommandations relativement précises, mais elles ne sont pas toutes mises en œuvre. Par exemple, l'exemple vraiment typique, c'est un projet de loi qui s'appelle Climat et résilience. Il n'y a quasiment rien sur l'adaptation. Donc l'adaptation, c'est vraiment un point d'attention majeur. On n'est pas prêt à la variabilité du climat d'aujourd'hui, les événements nouveaux. On voit bien les effets dévastateurs. Il y a l'information scientifique que le rapport fournit, que la communauté de recherche en France fournit. C'est pas utilisé. Par exemple, quand on fait un aménagement hydraulique aujourd'hui, dans ma propre commune dans l'Essonne, on regarde le record de précipitations du siècle dernier, on ne regarde pas celui du prochain. Donc là, il y a vraiment un point qui est très important d'interface connaissance scientifique et prise de décision, et plus on force à regarder l'adaptation, plus on se rend compte qu'on est limité. Donc ça, c'est un point qui est très important, pour que les gens fassent leur cheminement et comprennent ce que veut dire chez nous. 1,5 degré, 2, 3 degrés, et ce qui ne passera pas. Et les assureurs, les gestionnaires de l'eau, les gestionnaires de forêt, ils sont très clairs sur un certain nombre de points. Et l'autre chose, donc, c'est il y a des outils de suivi quasiment en temps réel, le citez pas pour la France, les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre, demander que les entreprises le fassent plus fréquemment, demander que les administrations publiques le fassent. C'est pas là dans les administrations publiques, même dans la recherche académique dont on fait partie, c'est pas là. Donc je pense qu'il y a vraiment besoin de pousser dans tous les secteurs d'activité pour ce devoir de transparence régulièrement, ne serait-ce que 2 fois par an, et pas seulement une seule fois par an. Il y a vraiment un enjeu là à mettre en place une comptabilité et une responsabilité sur les émissions qui permettent une transparence et un suivi, une appropriation de ces objectifs de baisse par chacun. Et dernière chose, point de vigilance. Vous avez vu, il y a des recours juridiques croissants.
Les représentants de l'État, par exemple, donc l'État a échoué à tenir le premier budget carbone pour la France, a revu à la baisse les objectifs du deuxième, et devant la justice, a indiqué que les émissions ont baissé plus en 2020 du fait de la pandémie, et que donc, finalement, les budgets de carbone ont été tenus. Et ça, c'est un point de vigilance, parce que c'est instrumentaliser des mesures de confinement qui n'avaient rien à voir avec une action pour le climat, pour se dédouaner de la responsabilité à agir, un point de vigilance très important. Et dernière chose, mes collègues scientifiques se posent la question éventuellement d'avoir des ressources de fact-checking, d'affirmation de candidats aux élections. Ça va être une phase dense dans les mois à venir, Parlement, présidentiel. Et il y a un vrai manque en France d'avoir un outil qui permet, quand il y a des affirmations complètement débiles qui sont faites, parce qu'on en a vu récemment, y compris de gens dans un parti écologiste, donc il y a des affirmations qui sont parfois complètement fausses, et je pense que ce serait très utile d'avoir une ressource un peu centralisée de fact-checking sérieux sur ce qui est dit par rapport au climat, au GIEC, aux émissions de gaz à effet de serre et à tout le reste. Merci. Alors, il est 11h08. Valérie va bientôt nous quitter. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Valérie? Moi, j'avais peut-être une question. Comment est-ce que, je vais relire la question que j'ai posée par écrit, à l'aune de vos multiples interventions quotidiennes, comment vous vous positionnez du fait de votre qualité de scientifique et de votre expertise à l'égard des différentes interactions civiques qui peuvent être dégagées sur le non-respect par les politiques, mais aussi les institutions qui les représentent et qui représentent le corps civique, du non-respect de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre? Comment est-ce que vous parvenez à trouver un équilibre, parce que du fait de votre qualité de scientifique, d'une certaine neutralité axiologique, mais aussi d'une interrogation politique, civique sur l'inaction actuelle face aux défis du lendemain? Alors, je vous remercie pour votre réponse. Première chose, donc on est passé de discours de déni, qui était présent, climato-scepticisme pour faire simple, à en fait une approche très insidieuse de discours d'inaction. Je vous ai mis le lien vers un article en anglais qui se cartographie en plusieurs aspects, des promesses, pas d'action, faire croire que la technologie nous sauvera, enfin vous voyez ce que je veux dire, ou nous dédouaner de notre responsabilité. Et il y en a un qui est particulièrement préoccupant, c'est le fait de se dire c'est trop dur, on n'y arrivera pas. C'est un discours d'inaction. Et donc dans la façon d'aborder le fait que les pouvoirs publics se sont engagés à faire des choses mais ne tiennent pas leurs engagements, c'est important de montrer le potentiel à agir mieux, à agir plus vite, à le faire dans un cadre démocratique, choisi, délibéré, parce que j'ai très peur en fait d'une défiance croissante à l'égard de toutes les institutions, qui pourrait conduire justement à ne pas exercer les pressions sur une gouvernance efficace dont on a besoin. Voilà. Et donc c'est ça l'angle un peu compliqué que j'essaie de me choisir dans la manière d'aborder cette question-là. C'est de montrer que c'est une question, c'est pas qu'une question de principe, d'éthique, de morale et tout le reste, c'est aussi une question de gouvernance, de méthode, de pression constante par les institutions, le cadre du droit, etc., qui s'exercent sur les gens qui ont des fonctions de responsabilité pour qu'ils soient obligés de tenir les engagements. Et le regard des citoyens, il est super important. Le fait de partager des informations factuelles sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, en montrant, il y a une avancée mais elle n'est pas suffisante, et voilà comment on peut aller plus loin, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais écoutez, Valérie, il y a toujours il y a toujours des questions. Je ne sais pas si Valérie a encore le temps, donc tu as encore le temps. Il y en avait d'autres, non? Il y a une question sur peut-être une explication de l'augmentation. Dernière pour Valérie. Jacques Boulan, peut-on se réjouir de l'augmentation actuelle des prix de l'énergie? Comment gérer à l'avenir l'augmentation des prix de l'énergie qui fait une pression sur les ménages défavorisés, mais alors moi, je me réjouis jamais des crises, donc je me réjouis jamais d'une pandémie, je me réjouis jamais de choc, de tension sur l'approvisionnement en énergie, parce que ça conduit à des réactions dans l'urgence qui sont le contraire d'une construction intelligente, programmée, structurelle, qui va permettre de faire baisser les rejets de gaz à effet de serre. Donc je suis toujours très méfiante devant les réactions en situation de crise. Par contre, si ça conduit à l'idée qu'il y a des enjeux d'indépendance énergétique et que donc dépendre uniquement du gaz russe, c'est pas terrible, si ça conduit à réfléchir au fait que, par exemple, au Royaume-Uni, c'est peut-être pas mal d'avoir des voitures électriques plutôt que des voitures à pétrole, parce que ça permet de fonctionner même quand il y a des difficultés d'approvisionnement, tant mieux. Merci beaucoup. Je suis désolée, je dois filer. Merci Valérie pour votre rapport et pour ce que vous faites. Merci. Merci. Merci à vous. D'accord. Alors,
Jean, tu as vu des questions? Est-ce qu'il y en a certaines? Non, non, pas de commentaires. Peut-être, bon, ce que n'a pas dit Valérie, c'est qu'effectivement, par rapport à l'engagement politique, quand on est membre du GIEC, on a un devoir de réserve que j'ai toujours respecté quand j'étais, disons, jusqu'en 2015. Mais c'est vrai qu'il y a aussi l'engagement politique, bien sûr, qui est important. Voilà, donc non, Valérie est très claire. Moi, s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres points qu'on peut discuter, j'ai le temps, un petit peu de temps, mais je ne sais pas, j'ai pas de. Une question de. Bon, peut-être redire quand même redire l'importance des prochaines publications, hein, en février le groupe 2, le groupe 3 en mars. Voilà, il y aura juste avant, disons, en pleine campagne présidentielle en France. Hein, donc, voilà, tout cela, ça sera relativement important. Voilà, donc, mais je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'ai le temps, soit sur la COP, hein, moi, j'y serai, soit sur les rapports du GIEC. Je veux bien continuer à échanger avec vous. Mais c'est vrai que c'était important que ce soit Valérie qui intervienne plus. Voilà. Alors, il y a Nathan. Ouais, vas-y, Nathan. Oui, Monsieur Jouzel, j'aimerais bien avoir votre éclairage sur quels sont les grands enjeux politiques de gouvernance climatique sur la prochaine COP à présenter à nos adhérents. Ça pourrait être un élément de contextualisation intéressant. Moi, ce qui me choque dans les enjeux de gouvernance actuellement, c'est que moi, ce qui me choque, c'est le fait que 130 pays, je crois, après le nombre varie et variera peut-être jusqu'à la COP, est d'une certaine façon, disons, annoncer un objectif de neutralité carbone en 2050 et en fait que personne n'en prenne la route. C'est ça mon problème. Comment on fait pour que, disons, on voit bien qu'il n'y a aucun pays qui sérieusement, y compris la France, qui sérieusement, disons, prend des mesures pour, en France, c'est aussi inscrit dans la loi climat résilience, c'était d'ailleurs dans la loi précédente grâce à Nicolas Hulot, mais c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour la Chine en 2060, mais la réalité, c'est que pour une neutralité carbone, disons au niveau planétaire, il faudrait une diminution de 7% des émissions chaque année. Or, on est clairement, Fatih Birol nous dit clairement qu'on est reparti à la hausse. Donc moi, ce qui m'interroge, c'est ce fossé qu'il y a. Alors, c'est pas du tout. Ce qui est assez intéressant, c'est que la neutralité carbone en 2050, eh bien, elle a été quand même, disons, formalisée justement dans le rapport 2018 1,5 degré. Hein. En tout cas, ils ont la compatibilité, ils ont la nécessité de passer par neutralité carbone. Alors, c'est peut-être mal défini en 2050 si on veut avoir des chances de rester autour de 1,5 degré, de ne pas trop dépasser 1,5 degré, et que 3 ans après, il y a 130 pays qui l'ont inscrit d'une façon ou d'une autre dans leurs objectifs. Alors, disons, ce que je veux dire par là, c'est qu'il semble qu'il y a une certaine continuité entre le diagnostic du GIEC, hein, ce n'est pas des recommandations, et puis les décisions des politiques. On pourrait, disons, on a le sentiment que la communauté scientifique a fait son devoir, c'est-à-dire que les décideurs politiques prennent au sérieux cet objectif 2050, en tout cas ils l'inscrivent. Mais le problème, c'est le fossé entre les engagements des pays, enfin les objectifs et la façon dont on repart après la crise, disons, avec un monde qui est comme le monde d'après, comme le monde d'avant, c'est très clair. Donc c'est ça qui m'interroge, et comment on fait pour que les pays, c'est bien d'afficher des objectifs ambitieux, c'est bien que la France affiche notre neutralité carbone, mais comment on fait pour en prendre le chemin? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, D'accord, merci Jean. Peut-être une question qui était donc, de Hervé Sellard. Attends, on va lui passer la parole peut-être. Cyril, tu peux donner la parole à Hervé? Je lui passe la parole, ça sera plus sympa. Il y a Jean-Louis Vira aussi après qui. D'accord, s'il y a des questions auxquelles je peux répondre, je veux bien. Ouais. Il y a Jean-Louis Vira qui voudra prendre la parole aussi après. Allez-y, prenez votre temps. Hervé? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui.
Oui, donc j'avais une question que j'aurais aimé aussi poser à Valérie, mais Jean peut essayer éventuellement d'y répondre aussi. Essayez, oui. Ça concerne la sobriété énergétique, parce qu'en fait, Oui. l'immense majorité des gens qui s'intéressent de très près à la question et Bien sûr. qui sont motivés comme notre association savent qu'on ne peut pas réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre sans réduire notre consommation énergétique par habitant. Je parle des pays privilégiés, des pays développés. Je ne parle pas de l'Afrique du Sud ou des pays émergents. Mais donc, et ça, malheureusement, ça ne transparaît jamais dans les recommandations du GIEC, et j'ai des inquiétudes notamment sur le groupe 3 du GIEC qui paraît vraiment trop centré sur un modèle économique classique. Voilà, merci. Non, on verra. Bon, ça, je pense que c'est préjugé disons, des résultats du groupe 3 du GIEC parce que disons, les scénarios sobres, ils sont examinés quand on parle de scénarios sobres, il y a donc cette notion de sobriété. Ce qui est intéressant par rapport à cela, eh bien, c'est quand même que, alors, dire qu'on ne parle pas de sobriété, donc, bon, le GIEC ne fait pas de recommandations, hein, simplement une analyse, et disons, forcément, les scénarios sobres, disons, sont marqués d'une certaine, dits sobres en carbone, sont marqués d'une certaine sobriété aussi, je pense, en consommation énergétique. Ce qui est intéressant, c'est quand même deux choses au niveau français. D'abord, disons, beaucoup de gens oublient, il y a évidemment trois objectifs dans la loi, hein. Il y a la part du nucléaire, il y a la neutralité carbone. Ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'il y a l'objectif de diviser par deux notre consommation d'énergie à horizon 2050. C'est inscrit dans la loi. Hein, c'est assez intéressant. Disons, sans nuire à l'activité économique. Donc ça, c'est inscrit dans la loi. Et ensuite, si vous allez voir, moi aussi, si vous allez voir, par exemple, sur le site du ministère, si vous allez voir disons, la stratégie nationale bas carbone, en termes d'énergie, il y a deux termes qui sont mis en avant, efficacité et sobriété. Et donc, notre ministère met bien en avant la sobriété énergétique. Donc, c'est effectivement indispensable. Disons, pour moi, je me répète souvent, mais l'efficacité énergétique, c'est faire les mêmes choses en utilisant moins d'énergie, c'est bien, sauf peut-être pour les producteurs d'énergie quelquefois. Mais la sobriété, c'est vraiment faire attention à ce qu'on fait, hein, disons, se poser des bonnes questions par rapport à ce qu'on fait. Et c'est le problème des investissements, parce que les investissements, eh bien, si on veut atteindre neutralité carbone, il faudrait que les investissements qu'on fait aujourd'hui et qui seront encore opérationnels en 2050 soient évalués par rapport à leur disons, à leur capacité ou non à s'inscrire dans la lutte contre le réchauffement climatique ou l'adaptation. Donc, évidemment, et après, donc pour revenir sur la gouvernance, c'est vrai qu'il y a un point qui est très cher à Armel, c'est vraiment l'obligation de résultat, hein, pas simplement l'obligation de moyens. Hein. Je pense que c'est un point à souligner qui est ressouligné. Donc, mais comment on fait pour avoir une obligation de résultat en France alors que ou dans d'autres pays, on verra au niveau européen. En tout cas, ce qui me semble important actuellement, c'est que les objectifs qui sont affichés sont les bons. Neutralité carbone en 2050 au niveau de l'Europe, moins 55%. On avait, disons, beaucoup de gens craignaient que les moins 40% à juste titre n'étaient pas assez ambitieux. Maintenant, allons-y. C'est ça mon message. Comment on fait pour que l'Europe, vraiment, on soit à moins 55% en 2030 ? C'est pas si simple, mais c'est maintenant qu'il faut agir. Chaque investissement doit être effectivement évalué par rapport à sa capacité à s'inscrire dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est tout ça qui, moi, m'intéresse. Mais je ne crois pas que les économistes, on verra bien, mais vont disons, complètement ignorer ces aspects liés, disons, à la sobriété. Ok. Si vous le voulez bien, je passe la parole à Jean-Louis Vira qui a levé la main il y a un bon moment déjà. Donc Jean-Louis, c'est à toi. Est-ce que ça fonctionne? Oui, est-ce que vous m'entendez? Bonjour Jean-Louis, oui. Oui. Bonjour à tous. Bonjour Jean. Je ne vais pas poser de questions, je vais formuler une demande. Je me présente très succinctement. Je suis, pour faire écho aux propos de Valérie d'il y a quelques instants, je suis un grand-père qui est l'un des animateurs d'un mouvement qui s'appelle Grands-parents pour le climat.
Je suis par ailleurs animateur de 2 associations, l'une qui s'appelle le Laboratoire de la Transition que j'ai créé avec Olivier de Scuter et Écologie au quotidien qui est très actif dans le département de la Drôme où je réside. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que nous avons mis au point et commencé à expérimenter des forums jeunes à l'intérieur des lycées qui semblent être assez prometteurs. Je crois qu'on peut dire ça. En tout cas, ça plaît beaucoup aux jeunes et ça permet une répercussion au niveau des familles. Et j'en viens à ma demande, Jean, c'est que je suis demandeur depuis quelques mois que vous-même et Valérie puissiez préparer une petite vidéo qui nous aiderait dans ces animations qui camperaient un décor sommaire, mais sur quelques points essentiels adressés à des jeunes adolescents, de telle façon à ce qu'effectivement nous puissions travailler sur la base, parce que je pense que de toute façon, c'est l'opinion publique, c'est la conscience collective qui mettra la pression sur nos responsables économiques et politiques. Donc, si vous pouvez nous aider dans ce sens-là, j'en serai très heureux. Merci beaucoup. Merci, ouais, c'est bien retenu. Non, moi simplement, déjà avec Jean-Louis, je partage l'importance de me tourner vers les jeunes. Par exemple, cette semaine, je dois faire 4 interventions dans des classes. Donc voilà. Donc on peut pas. À un moment, c'est le problème de Valérie et de moi-même. On peut vraiment pas faire plus que ce que l'on fait. Mais ce qu'il faut voir, il y a aussi par exemple, dans la Drôme, j'ai beaucoup de collègues grenoblois qui sont tout à fait prêts à aller intervenir dans la Drôme. Donc il y a aussi beaucoup de climatologues et il faut aussi se tourner vers disons voilà, il y a un vivier de chercheurs importants, mais donc moi-même et Valérie, on a beaucoup de mal à répondre à toutes les questions. Moi, je renvoie, mais c'est vrai que dès qu'on passe autour de Lyon, j'envoie vers mes collègues grenoblois, Frédéric Parena, Dominique Reynaud, Gerhard Kriner, qui sont impliqués dans le GIEC, ou Catherine Ritz, qui sont vraiment aussi extrêmement partants pour aller témoigner auprès des jeunes et tout ça. Je pense que c'est aussi important qu'on se répartisse la tâche parce que tout simplement, on n'arrive pas disons, à répondre à toutes les sollicitations. Voilà, je vais être pris ce soir, je suis pris demain, toute la journée aussi, donc à un moment, c'est à la fois le week-end, tous les jours, et donc voilà, c'est peut-être un peu pour ça, on ne répond pas à toutes les sollicitations, mais on n'y arrive pas. Voilà, mais je peux vous diriger, Jean-Louis, vers mes collègues grenoblois sans problème. Merci. Y compris pour intervenir, je pense. Cyril ? Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Et oui, il y a Armel qui demande la parole. Armel, je te la donne. Oui, merci. Cyril, merci Jean. Merci Jean, c'est très important. Moi, j'avais une question, outre la question que tu connais bien sur le compte carbone et la réduction automatique de nos gaz à effet de serre. La question de l'Arctique me préoccupe. Oui. Je vois que les nouveaux permis d'exploitation de fossiles en Arctique génèrent 1,3 milliard de tonnes de CO2 équivalent par an, oui, alors que nous, on fait tous nos efforts, enfin, 1,3 gigatonnes, on fait tous nos efforts pour passer de 0,7 gigatonnes à 0,2 si possible en 2050. Là, voilà que d'un seul coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça? En plus, nos principales banques financent ce travail-là. Est-ce qu'il y a un boycott? Oui, il peut y avoir un boycott des banques, il faut travailler au niveau des banques et c'est vrai que je suis un peu désespéré parce que même Fatih Birol, qui est disons, le directeur exécutif de l'AIE, l'AIE étant quand même l'Agence internationale aux énergies fossiles, il faut bien le dire, hein, même si c'est l'Agence internationale de l'énergie, ça a toujours été le porte-drapeau des énergies fossiles. Fatih Birol a compris le message des rapports du GIEC. En gros, il y a quand même un message clair. Si on veut rester autour de 1,5 degré, il faut laisser 90% des ressources déjà facilement accessibles là où elles sont et 80% pour 2 degrés ou 85%. Donc, le message, il est clair. Ça veut dire arrêter d'explorer de nouvelles sources de pétrole ou de gaz. Donc là, ça devient simplement l'appât du gain. Donc, c'est ça le message, mais Fatih Birol l'a délivré par rapport aux producteurs d'énergie fossile, et il y a eu, disons, il y a aucun retour. Il faut voir aussi que des pays, prenons la Russie, son économie est complètement construite autour de l'exportation de gaz, plus que de pétrole, de gaz,
et voilà, donc, bon, mais c'est vrai que l'Arctique, bon, demain, en fait, je vais intervenir, disons, je me suis investi je suis très investi, enfin, bon, je me suis beaucoup investi dans les aspects liés à l'Arctique, hein, disons, donc demain, disons, le thème, c'est sur l'été polaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne les régions polaires. Et c'est vrai que c'est pour moi, c'est un vrai souci. Bon, alors on peut espérer. Alors moi, j'ai bien aimé quand même que la France, alors mais la décision n'est pas encore prise. On a vu que Patrick Pouyanné s'y est opposé, évidemment, que la France arrête de soutenir les financements disons des explorations en Arctique, des explorations disons minières ou gazières en Arctique. Mais bon, pour le moment, on en est là. Oui, c'est pour moi, c'est un véritable souci. Et le problème, c'est que il y a aussi des risques environnementaux très importants. Donc, en dehors des émissions, hein, c'est quand même 2 fois la France, le chiffre que tu as cité, Armel, hein, pratiquement. Les émissions de la France chaque année. Et Jean, oui. En fait, en disant ça, quand tu citais que Patrick Pouyanné pour Total disait qu'il ne faut pas y aller là sur ce point, ça soulève la question finalement du modèle. C'est-à-dire quelle prise en compte quelle prise en compte des différents acteurs, des gens qui ont donc du pouvoir, qui ont des responsabilités économiques, de structure, d'organisation, qui sont rattachés, qui sont dans des pays, même si c'est des boîtes multinationales, qui peut décider par exemple de ne pas y aller, parce que prise de conscience, alors que la règle du jeu mondial reste de compétition mondiale économique, et que si lui, il décide de ne pas y aller, il va peut-être s'affaiblir. Un autre d'un autre pays va y aller parce que lui, il pense business et puis il répondra à côté sur le sujet climatique. C'est une équation insolvable. C'est toute la dissonance qu'il y a entre les règles de l'OMC et des règles qui devraient être mises en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique efficacement. C'est clair que les règles de l'OMC actuelles, qui sont celles d'une maximisation des échanges, d'une maximisation enfin, évidemment des bénéfices économiques, bon, disons, et qui se traduit aussi par un accroissement très rapide des inégalités, c'est très clair. Tout cela, c'est un monde qui est celui, je dirais, bon, en gros, qui s'appuie sur la règle de l'OMC, hein, soyons, voilà. Et c'est là le problème de la gouvernance mondiale. Tant que les règles de l'OMC ne seront pas mises en phase avec cette nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, on n'y arrivera pas. Donc moi, bon, je le dis, mais je n'ai pas le pouvoir du tout de changer les règles de l'OMC. Mais c'est bien là le problème. Cette gouvernance mondiale, elle est là actuellement. Elle reste construite autour des règles du capitalisme, disons, libéral. Et bon, je ne veux pas être trop politique aujourd'hui, mais c'est quand même les questions qu'on se pose, hein. Le premier risque du réchauffement climatique, c'est l'accroissement des inégalités à chaque fois. Donc, on est dans un monde où, effectivement, moi quand je fais souvent des conférences, le mot que je souhaite mettre en avant, les 2 mots, c'est sobriété, mais aussi solidarité. Et on n'a pas cette solidarité internationale. Voilà, et je le regrette, mais je ne sais pas ce que te dire, plus que ça que de le regretter, mais bien sûr. On est dans un monde où la gouvernance n'est pas adaptée. Alors, on peut espérer, alors certains espèrent que les actionnaires, effectivement, commencent à se poser des questions sur les risques liés à ces investissements. Mais ce n'est pas très rapide, hein, donc c'est… Et c'est ça le sujet. Voilà, on ne peut pas monopoliser la parole sur ce thème, mais plus on creuse, plus on écoute les scientifiques, plus on voit bien qu'il y a une espèce de hiérarchie des lois, c'est un bon terme, hein, on comprenait dans l'esprit, où il faudrait refixer ces enjeux de lutte contre le dérèglement climatique au-dessus de la règle qui est on fait une compétition tous ensemble et on a une vision que économique du monde. Et on voit que les enjeux, plus on les creuse, plus on écoute les scientifiques, et ben plus les solutions vont être politiques finalement, parce que sinon, parce qu'il y aura plein de gens qui vont pas vouloir les écouter, parce qu'ils diront oui, je comprends, c'est complexe, etc. Mais moi, j'ai quand même un enjeu de développement de mon activité, j'ai un marché, j'ai une compétition, j'ai des actionnaires. On ne s'en sort jamais depuis des dizaines d'années. Bon, la solution, c'est quand même ce qu'on avait avancé dans le pacte finance-climat, c'est-à-dire que cette transition,
elle se fera. On ne peut pas échapper à cette transition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, enfin, les jeunes d'aujourd'hui n'accepteront pas quand ils se rendront compte que c'est là vers ce vers quoi on emmène, si on emmène vers 4 degrés ou 5 degrés, hein, et c'est pas exclu, hein, peut-être 5, mais les 4 degrés ne sont pas exclus. Et bien, à un moment, cette transition, elle est inéluctable. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'effectivement, on s'organise une véritable activité économique, alors bien sûr avec une sobriété aussi, hein, donc l'économie circulaire, une véritable, et disons, qu'à cette transition soit aussi associée, bon, je pense vraiment à une amélioration de la qualité de vie, mais aussi une activité économique, des créations d'emplois, mais tout ça, ça tarde à se mettre en place, parce qu'on n'y arrivera pas si, disons, on n'arrivera pas à faire l'écologie contre le social, ou on fera l'écologie avec le social, c'est-à-dire que cette transition écologique ne se fera pas si elle se traduit par des pertes d'emplois massives. Alors, je sais qu'il y aura des modifications d'emploi, mais c'est ça qu'il faut mettre en œuvre. C'est tout le problème, le lien entre écologique et social qui est important, et on ne peut pas les dissocier. Donc de l'économique, bien sûr, mais c'est tout ça, moi, qui m'intéresse aussi. Mais voilà, on est loin du rapport. Non, c'est pas loin du rapport du GIEC. Parce que tout ça, Alors, c'est lié. on va y revenir, Jean. Il y a Didier qui a une question, justement. Cyril, tu peux lui passer la main? Oui, il y avait aussi Anne qui avait une question qu'elle a mise dans le chat et qui était en lien avec le sujet précédent sur le modèle socio-économique dominant. Donc, je commence par, on a dit par Didier, et après Anne, si elle veut intervenir. Votre micro, Didier. Oui, pardon. J'ai une question effectivement sur l'Antarctique. Si j'ai bien compris la lecture du rapport SPM du GIEC, aujourd'hui, les experts climatiques sont réservés en fait sur le réchauffement climatique de l'Antarctique. Il semble moins important que celui de l'Arctique. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça dépend des régions. Pour la péninsule antarctique, c'était assez rapide à un moment. Oui, et parce qu'il y a une telle masse de glace, c'est entouré enfin, la différence, c'est que c'est vraiment entouré disons, d'océans. Et oui, il y a une inertie telle que c'est pas très surprenant, oui, pour le moment, mais c'est une réalité, mais qui surprend pas disons, qui surprend pas les climatologues. Merci. Anne, si tu souhaites intervenir, tu peux y aller. Oui, merci. En fait, Jean a déjà développé le sujet que j'avais soulevé dans ma question. Effectivement, il me semble qu'il est tout à fait clair que la direction prise par le monde économique et social est incompatible avec les objectifs d'une réduction du CO2 voilà, qui nous mettent dans les conditions d'une vie, de reprendre une vie voilà, acceptable sur Terre. Donc, et il est aussi clair pour moi que le monde politique, enfin la gouvernance aux différents niveaux nationaux est totalement soumise à cette logique-là. Donc, est-ce qu'il ne faut pas juste oublier d'essayer d'agir au niveau politique global ou national et essayer de développer au maximum des assemblées locales qui prennent les choses en main. Ben moi, je crois, Anne, qu'il faut faire les deux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... bon, moi, je crois aussi à l'action sur les territoires. Les villes sont importantes. C'est là où les choses se passent, hein, en termes de bâtiments, d'urbanisme, de mobilité, même de liens agriculture-alimentation. Donc, la réalité de la lutte contre le réchauffement climatique, et bien sûr pour l'adaptation, hein, c'est encore plus important, elle est dans les territoires, bon, voilà, donc ça, c'est clair, mais s'il n'y a pas, disons, je pense que tout le monde doit regarder dans la même direction. Si la gouvernance mondiale, qui reste celle de l'OMC actuellement, d'une certaine façon, disons, ne se modifie pas, si on... je ne vois pas comment les États peuvent un peu, je vais me répéter, peuvent affirmer, disons, se fixer comme objectif neutralité carbone en 2050 sans changer, disons, justement, sans intégrer ces problèmes environnementaux, en tout cas dans l'OMC. Voilà, donc
Donc, il faut aussi que les territoires agissent, c'est là où l'action se passe, mais je ne pense pas qu'on puisse dire, disons, si les États ne gardent pas, si la gouvernance mondiale ne se met pas en marche pour disons, faciliter la lutte contre le réchauffement climatique, ce sera aussi très regrettable. Donc, moi, je pense qu'il faut, à chaque fois, j'ai dit, le système éducatif est important, les entreprises, c'est important qu'elles se mettent aussi, qu'elles regardent dans cette direction, les ONG qui jouent leur rôle, voilà, donc, mais c'est tout un ensemble. Donc, voilà, moi, je pense qu'il faut que tout le monde regarde dans la même direction. Donc, il faut aussi que les États se bougent. Je crois qu'il y avait Lucas puis Nathan qui souhaitaient aussi prendre la parole. Oui, moi je voulais juste, sur notre discussion tout à l'heure sur le commerce international, j'entendais les critiques à l'égard des règles de l'OMC. Déjà, l'OMC, il faut un petit peu relativiser sa portée. Le tribunal de règlement des conflits de l'OMC est bloqué depuis la suspension de la nomination des juges par les États-Unis. C'est une institution qui aujourd'hui n'émet plus vraiment de réglementation supplémentaire en raison du blocage du financement de ce dernier. Et puis aussi, il est possible de faire des choses, de prendre des règles de commerce international compatibles avec l'OMC. Par exemple, le paquet Fit for 45 de la Commission européenne prévoit l'instauration d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne qui permettrait, c'est quand même très ambitieux, dans une forme de, alors le mot n'est pas assumé, mais de protectionnisme environnemental, de taxer à hauteur de la contribution aux émissions de gaz à effet de serre les produits importés au sein de l'Union européenne, depuis l'extérieur, qui permettrait donc de faire pression sur nos partenaires extérieurs, particulièrement la Chine, les gros émetteurs de CO2, l'Inde, le Brésil et les États-Unis, d'assurer le verdissement de leurs activités industrielles d'exportation. Donc, et ce mécanisme serait compatible avec les règles de l'OMC, puisqu'il ne se baserait non pas sur un protectionnisme relatif aux emplois ou une discrimination tarifaire sur l'origine d'un produit, mais uniquement sur des données scientifiques, une nomenclature très précise de contribution carbone. Donc, il est quand même possible d'avancer, de faire des choses dans les règles actuelles de l'OMC, et tout n'est pas perdu du point de vue du commerce international. Et également, l'extension du marché quota carbone intérieur au sein de l'Union européenne, cette fois-ci, qui permettrait et qui inciterait les industriels et les producteurs de réduire leur consommation énergétique et leurs émissions de gaz à effet de serre. Oui, j'ai bien noté, Nathan, mais c'est aussi l'OMC, enfin l'Europe dit, en gros, on peut dire, si, disons, à partir de 2026 ou 2028, et derrière, si les États-Unis nous le permettent. En gros, c'est ça. C'est bien le problème devant lequel on est. Donc, est-ce que l'Europe, moi je souhaiterais que l'Europe effectivement réussisse à imposer, disons, ses idées, mais on voit bien que derrière, il y a le contexte international, et même l'Europe dit, en gros, bon, c'est quand même assez tard, hein, quand on voit l'objectif en termes c'est assez lent par rapport à l'urgence climatique, et ensuite, il y a derrière un petit truc, bon, si les États-Unis nous le permettent. Donc est-ce qu'on le fera? Je suis d'accord, c'est ce qu'il faut faire, mais est-ce qu'on le fera vraiment? Et est-ce qu'on le fera à temps au niveau de l'Europe? Lucas? Oui, moi plus généralement sur l'économie, enfin, l'économique et le social, je trouve que ce qui manque un peu dans le narratif, parce qu'on dit toujours le coût de l'action, enfin, le coût de l'inaction sera supérieur au coût de l'action, mais concrètement, je trouve que ce narratif manque. C'est-à-dire que c'est très difficile, je conçois, d'appliquer une grille coût-bénéfice à la lutte contre le dérèglement climatique, mais il faut faire comprendre que c'est dans l'intérêt même de l'économie de lutter contre le dérèglement climatique, parce que l'impact systémique, structurel d'un réchauffement climatique sera dévastateur en termes sociaux et en termes économiques. Et je trouve que ce qui manque, c'est cette passerelle, cette traduction entre le réchauffement climatique et ce que ça implique concrètement en termes socio-politiques, enfin socio-économiques pour nos sociétés, y compris pour nos sociétés prospères, pour nos sociétés riches. Voilà. Ouais. Est-ce que ne serait-ce qu'il y ait une évaluation de l'impact économique d'un réchauffement à 2 degrés, à 3 degrés, combien de dizaines de milliards d'euros? Voilà. Oui, donc je pense, enfin, là aussi, peut-être on peut attendre le groupe 3, mais il y avait déjà des évaluations.
Effectivement, mais pour moi, ce problème des évaluations, c'est que disons, tous les décideurs politiques privilégient le long terme et finalement, les coûts majeurs sont plutôt pour l'après 2050, en tout cas à l'échelle de quelques décennies, plutôt pour les 5 prochaines années, alors que les coûts sont déjà importants, relativement importants. Mais disons, l'absence de lutte contre le réchauffement climatique, les coûts supplémentaires se traduiraient, alors comme le réchauffement climatique est pratiquement joué au cours des 20 prochaines années, disons, le différentiel se traduirait plutôt après 2040-2050. Et cela, les décideurs politiques s'en moquent complètement. C'est ça le problème, c'est cette échelle de temps. C'est-à-dire que voilà, les coûts pour les 20 prochaines années, on peut dire qu'ils sont là. Il y aura des coûts, mais disons, leur agiter qu'après 2050, ça coûtera cher. Malheureusement, on n'arrive pas à motiver, tu vois, Lucas, je pense, les décideurs politiques. C'est le problème du court terme par rapport au long terme qui est là. Et donc, il faut le faire, on le fait. Mais même, moi, j'ai été très frappé assez récemment, disons, par le fait que disons, au moment où la Colombie-Britannique, enfin Lighton, la petite ville, se brûlait, les infrastructures étaient complètement mises à mal, la nature autour était complètement dévastée. Et pendant le même temps, nos sénateurs discutaient de la loi climat-résilience et n'avaient que de cesse que d'en diminuer la portée. C'était au même moment. Donc, quelquefois, il ne suffit pas d'avoir des coups sous les yeux, des événements climatiques sous les yeux, y compris dans des latitudes proches de la nôtre, pour prendre les bonnes décisions. Au même moment, nos sénateurs, c'est ça le problème, parce que le court terme pour eux, c'est voilà. Oui, Jean, complètement d'accord. Simplement, mais il faut le dire. 20 ans, juste dans 20 ans, ouais. Dans 25 ans, il y a énormément de personnes qui vivent actuellement qui je sont suis d'accord, bien sûr. Aujourd'hui, même une majorité, donc ça nous concerne très directement. Quoi. Exactement. Oui, je parle toujours des. J'ai dit, il ne faut pas parler des générations futures, mais des jeunes d'aujourd'hui. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais même des moins jeunes, moins jeunes. Hein. Ouais, Lucas, tu seras là. Moi, je ne serai plus là après 2050, Lucas. François voulait prendre la parole encore. Hop, François, tu peux y aller. Merci, oui, j'avais une question à Jean, merci d'être présent aujourd'hui. C'est sur le rôle de notre association vis-à-vis de la préparation des présidentielles. Valérie a évoqué la mise en place d'un fact-checking. Alors, je ne sais pas si elle entendait un fact-checking scientifique, auquel cas c'est la communauté scientifique, effectivement, qui pourrait y répondre et l'animer. Mais en fait, dans les discours des politiques, il n'y a pas que des assertions scientifiques, il y a aussi des déclarations sur ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils voudraient faire. Et est-ce que notre association pourrait jouer un rôle dans un tel dispositif? Comment tu vois ça et sous quelle façon d'interroger ou disons, vérifier les discours des politiques? Tu as une idée là-dessus? Interroger les différents candidats est toujours certaines associations vont se livrer à cet exercice sur leur politique en termes disons, environnemental. Voilà, donc ça peut valoir le coup. C'est un gros travail de le faire et puis les réponses sont peut-être pas, disons, je pense que les décideurs, tous les candidats ou candidates vont être disons, pas assaillis, mais vont recevoir des questionnaires de différentes associations leur demandant de préciser leur politique environnementale. Ça, c'est faisable, hein, et peut-être après, vraiment l'évaluer par rapport, par exemple, au réchauffement climatique, ça peut être intéressant, oui. Mais c'est un gros travail à faire, hein, donc je pense. Et après, bon, il faudrait voir s'il n'y a pas, peut-être que agir pour le climat tout seul, mais il y a peut-être aussi, disons, en regardant avec que font d'autres associations. Ça pourrait peut-être être disons, aller vers les candidats, pourrait peut-être être plus porteur si ça se faisait, disons, pas simplement pour agir pour le climat, mais pour plutôt un collectif d'associations environnementales dans lequel nous serions partants. Mais je ne sais pas si ça existe, hein, pour répondre à ta question, François. Mais je pense que ça vaut le coup d'interroger et après les avoir interrogés, évaluer éventuellement, mais c'est un gros travail tout ça. Par exemple, je donne l'exemple, moi j'étais à la Convention citoyenne
Pour le climat, j'étais, disons, chargé de coordonner l'évaluation des propositions des citoyens par rapport aux objectifs climatiques. On l'a fait qualitativement, mais quantitativement, c'est extrêmement difficile. Hein, donc, on a un peu renoncé. Hein, donc, enfin, donner un chiffre. Hein, donc, même si vous avez une série de mesures, disons, les traduire en est-ce que ça permet d'atteindre, disons, les objectifs de la France à l'horizon 2030, ça serait une bonne question, par exemple. C'est un gros travail qui n'est pas si simple, voilà, c'est ce que je veux dire. Et le faire tout seul, agir pour le climat, est peut-être un peu ambitieux, mais c'est ce qu'il faudrait faire, ce serait bien. Oui, il faudrait un collectif, quoi. Ouais, c'est ça, je veux dire. Donc, ça existe peut-être, hein, je ne sais pas, Lucas, tu sais peut-être, vous avez disons des collaborations avec d'autres associations, mais ce serait plutôt dans ce sens-là, me semble-t-il. Oui, il y a des collectifs, effectivement. Oui, c'est ça, oui, je pense. Voilà. Sur les énergies renouvelables. Frédéric, oui, si tu peux, ouais. Voilà un peu, c'est ça, ce que je voulais dire. Voilà. Alors, il y avait Didier qui avait 2 questions, et puis il y a Olivier aussi. Didier, est-ce que tu veux prendre la parole ou est-ce que... Oui, je ne me rappelle plus trop. J'avais une question aussi. C'est bien, Didier. Une question sur le... Ça m'arrive, Didier, c'est très bien. Pardon, Jean, oui. Vas-y. Sur le permafrost. Oui. Que va-t-il se passer? Quels sont les risques, en particulier en termes d'émissions de gaz à effet de serre? Bon, moi je suis un peu, disons, pas réservé. Donc, ce problème du permafrost, c'est qu'effectivement, il y a eu des sols gelés depuis le dernier maximum glaciaire, dans certains cas, sur de grandes profondeurs. Et la zone active, c'est-à-dire la profondeur sur laquelle il dégèle chaque année, disons, devient de plus en plus profonde. Donc, chaque année, hein, d'une certaine façon, il y a une petite couche de permafrost qui ne s'est pas dégelée depuis très longtemps, qui dégèle avec des risques. Alors, on en parle des risques de santé, on parle par exemple de l'anthrax, mais aussi des risques disons, d'émissions de gaz à effet de serre, méthane ou CO2. Bon, les évaluations qui ont été faites en termes de réchauffement climatique supplémentaire, c'est plutôt de l'ordre du 10e de degré. Hein, donc, il faut bien voir que moi, j'ai souvent peur, j'ai un peu peur que les gens qui mettent en avant les risques posés par le permafrost, qui sont là et qui vont amplifier le phénomène, mais qui ne vont pas le modifier profondément, souvent, certaines personnes mettent en avant cela pour, en gros, se dédouaner du fait que, disons, l'essentiel des émissions jusqu'à la fin du siècle, ça va être des émissions liées aux activités humaines, ça ne sera pas le permafrost, c'est ça que je veux dire, ça sera une petite fraction. Donc, disons, les scientifiques ne le négligent pas du tout, mais disons, ceux qui mettent en avant le permafrost comme disons, l'objet, enfin, le problème ultime, non, le problème, c'est pas le permafrost, ce sont nos émissions, avant tout, au cours du XXIe siècle, et surtout, et au cours des prochaines décennies. Donc, je dirais que les estimations, par exemple, dans le dernier rapport du GIEC, c'était plutôt, disons, un réchauffement supplémentaire de 1 à quelques dixièmes de degrés. Donc, c'est pas négligeable, mais c'est pas ça c'est pas un emballement comme on parle quelquefois. Donc, merci beaucoup. Alors, j'ai une deuxième question, effectivement, sur les risques d'effondrement généralisé de l'économie mondiale. Quel lien vous faites, Jean, effectivement, entre les risques climatiques extrêmes et puis tout ce qu'on peut lire, y compris par des auteurs extrêmement sérieux, sur l'effondrement? Alors, sur l'effondrement, donc oui, voilà, donc il y a des gens pas sérieux, hein, on peut commencer par Yves Cochet et puis Fred Vargas, hein, qui disent à peu près n'importe quoi. Disons, en gros, quand Yves Cochet dit enfin, je crois qu'il a dû dire que l'effondrement est possible en 2025, probable en 2030 et certain en 2035, il a peut-être raison, mais ça ne sera pas à cause du réchauffement climatique, c'est ça que je veux dire. D'ici 2035, on va prendre 3 dixièmes de degrés supplémentaires, il y a une capacité d'adaptation. Pablo Servigne est plus sérieux, hein, mais moins économiste, enfin, il n'est pas vraiment économiste. Alors, du point de vue économiste eux-mêmes, effectivement, on voit bien que disons, des événements climatiques peuvent vraiment, disons, affecter l'économie, mais on voit bien aussi que des événements extrêmes, par exemple, c'est plutôt assez ponctuel, hein, disons, voilà, moi disons, en tout cas, je pense qu'un monde
disons, je le redis, et c'est l'idée de l'accord de Paris, un monde de 3, 4 degrés, 5 degrés n'est tout simplement pas viable du point de vue économique. D'ailleurs, à 4, 5 degrés, il y aurait des régions qui deviendraient invivables, c'est-à-dire qu'on ne pourrait plus avoir d'activité à l'extérieur l'été. Hein, c'est ça le sens de invivable. C'est pas que les gens meurent tout de suite, mais disons en gros, s'ils veulent, on peut pas vivre normalement dans ces régions. Et donc on peut pas avoir probablement d'activité économique normale non plus. Voilà, donc ce sont des vrais problèmes, mais l'effondrement lié au seul réchauffement climatique, disons, si on est capable de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, justement, on pourra éviter ces effondrements. Alors, il y a peut-être d'autres raisons d'effondrement, hein, donc comme des pandémies ou autre chose, mais je parle bien des effondrements liés au climat. Et donc, disons, je ne pense pas que ce sera pour les prochaines décennies, l'effondrement lié au climat. Et on peut vraiment, mais on prend des risques vraiment à 4 ou 5 degrés supplémentaires, on prend des risques d'effondrement économique, c'est clair, avec des coûts énormes, ça a été mentionné. Et donc là, j'espère simplement qu'on évitera ces réchauffements, mais c'est, disons, d'ici la fin de ce siècle. Merci. Il y a aussi le problème des villes côtières. Hein. Donc, disons, il y a beaucoup de villes côtières où il y a beaucoup disons, des villes côtières qui sont très fragiles. Hein. Donc, disons, qui deviendraient, bon, on parle de Bombay, même New York, Tokyo, où 1 mètre d'élévation du niveau de la mer amènerait vraiment des problèmes. Il y a un moment, disons, on ne peut plus se protéger contre l'élévation du niveau de la mer. Hein, disons, vers 2 mètres, et donc il y aurait vraiment, il y aurait vraiment des problèmes dans ces villes côtières extrêmement difficiles dont ce serait difficile de prendre la mesure avec des élévations du niveau. Mais ça, c'est plutôt pour le siècle prochain. Nathan, tu avais une question ou c'est la main de tout à l'heure qui a se levé? Donc, il y a Frédéric, par contre, qui demande... Donc moi, j'ai terminé à midi, hein, donc Édouard. On va terminer là. Frédéric, on va essayer de terminer à midi, ouais, quand même. Oui, juste une dernière question pour Jean. En t'écoutant à l'instant répondre sur l'effondrement, ça me faisait penser aux présentations que tu faisais avec Pierre, où tu montrais les incidences du dérèglement climatique en termes d'extrêmes. Tu parlais de l'Asie, du Sud-Est ou de l'Asie, je ne sais plus quelle partie, avec des risques de déplacement de population parce que des zones qui auront des températures trop élevées et une humidité trop élevée seront physiquement, littéralement invivables. Et est-ce que dans la grande réflexion, donc déjà, est-ce que ça va s'accroître? Est-ce qu'on a des informations par rapport au dernier résultat du GIEC? Non, justement, c'est pour ça que moi je préfère attendre le rapport sur les conséquences. Bon, des publications qui sont, disons, je m'appuie dans ce cas-là sur des publications qui sont sorties entre le 5e rapport du GIEC et le 6e rapport du GIEC. Par exemple, il y a une publication, donc il y a eu des publications de Mora qui parlent de régions invivables. Disons, en ce sens, hein, les régions invivables sont des régions où l'été, on ne peut plus avoir une activité physique ni normale dehors. En gros, la seule façon l'été, c'est de rester planté chez soi. Hein, donc, on voit bien, c'est ça qu'on parle de raison. Et il y a par exemple un article qui dit que ça toucherait, si on va vers 4 degrés, ça toucherait une des régions de la Chine où il y a 500 millions d'habitants actuellement. C'est pour ça que je mets. Donc, mais ça, c'est pas dans le 5e rapport du GIEC, mais on verra comment. Il y a eu beaucoup de publications sur ces aspects-là depuis 2014, et je pense effectivement que dans le rapport du mois de février sur les conséquences, ça sera abordé de façon beaucoup plus large que ce ne l'était dans le précédent rapport. Mais je préfère pas préjuger, mais moi je me suis appuyé sur quelques publications très, très précises. D'accord, merci.